Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour, bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audimat qui... Chers amis, chers camarades, chers coreligionnaires, quel plaisir pour moi de vous retrouver autour de ce carré de bois communément baptisé échiquier où, à titre personnel, je m'adonne à ma passion sans trop savoir de quoi demain sera fait, mais comme l'a un jour déclaré Oliver Cromwell, homme politique anglais du XVIIe siècle, on ne va jamais aussi loin que quand on ne sait pas où l'on va. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir sur la carrière d'un joueur qui je crois nous fait à peu près toutes et tous rêver. J'ai nommé l'inégalable tacticien tatar Rachid Gibiatovic Nejmetdinov, dont la biographie, pour celles et ceux qui auraient manqué l'épisode, a été relatée en détail dans une vidéo antérieure consacrée au plus beau coup de l'histoire du noble jeu. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment ou jamais et moi, je vais modestement vous souhaiter un excellent visionnage. Nous sommes en 1929 au championnat de Kazan, capitale de la République du Tatarstan, qui est une république de la Fédération de Russie. Nejmetdinov est opposé avec les pièces noires à un joueur du nom de Samsonov, connu, je vous le donne en mille, pour avoir perdu la partie qui suit contre Nejmetdinov. Et chose assez drôle, la plupart des adversaires de Nejmetdinov sont connus justement pour les raclées qu'ils se sont prises contre ce dernier. Le gros seum quoi. Samsonov choisit d'ouvrir par E4, Nejmetdinov répond le coup symétrique E5 et après cavalier C3, nous avons sous les yeux l'ouverture appelée ouverture viennoise. Alors l'ouverture viennoise est une ouverture qui a été popularisée, on s'en doute, par les joueurs autrichiens au 19e siècle, à l'époque donc des échecs romantiques, et l'idée de cette ouverture c'est de jouer dans l'esprit d'un gambit du roi, sauf qu'on a d'abord sorti le cavalier pour blinder E4 et taper la case centrale D5, et on va vouloir, comme je l'ai dit, faire suivre dans l'esprit d'un gambit du roi, par F4, tenter de sacrifier le pion pour dévier le pion E5, auquel cas on obtiendra une majorité centrale. Alors ça c'est pour le côté historico-théorique de l'ouverture. Si vous voulez en savoir plus sur le gambit du roi proprement parlé, je vous encourage à visionner la vidéo que j'avais faite sur la partie d'échecs de Fidel Castro, playlist Chess Story. Dans cette position, plusieurs coups sont évidemment possibles. Nejmetdinov a opté pour le plus populaire d'entre eux, à savoir cavalier F6. Comme je l'avais annoncé, les blancs ont continué par F4 et vous ne le savez peut-être pas, mais toute attaque à l'aile entraîna une réaction centrale. Nejmetdinov a poursuivi par D5 qui est le grand coup encore de cette position et finalement nous suivons la ligne principale de cette ouverture. Ça a continué par F prend E5, cavalier prend E4 et maintenant cavalier F3 de la part des blancs. L'idée, je veux empêcher dame H4 échec puisqu'il y aurait des problèmes sur cette diagonale maintenant qu'on a poussé le pion F. Les noirs ont continué par fou B4, ils ne sont plus qu'à un coup de roquet et ils veulent peut-être saper ce cavalier qui ne pourra plus venir faire de l'ombre à son homonyme bien placé sur E4. Dans cette position, un coup naturel comme fou E2 pour se donner le droit de roquer au coup suivant était attendu. À la place, c'est la dame qui est venue sur cette case et ça on va voir que ce n'est pas très bon. Les noirs jouent fou prend C3, ils ne laissent pas les blancs gagner un pion par cavalier prend E4, D prend E4 et dame prend E4. B prend C3, évidemment on reprend vers le centre et fou G4, un développement agressif de la part de Nejmetdinov qui, vous le voyez, ne perd pas du temps dans son développement. Maintenant il vient clouer le cavalier à la dame. Et ici une citation que j'aime beaucoup du très fort joueur soviétique David Bronstein: n'essayez pas de réfuter une erreur adverse, une autre arrive. Samsonov va en effet tenter de justifier son coup dame 2, ce faisant il va encore plus s'ammêler les pinceaux et il va jouer dame B5 échec, idée, fourchette sur le roi et sur le pion B7 qu'effectivement il va gratter, mais ce faisant vous voyez il perd du temps et il joue une deuxième fois sa dame plutôt que de privilégier son développement. Maintenant C6, dame prend B7 et on pouvait s'attendre à un coup comme cavalier D7 de la part des noirs, idée je protège la tour via la dame, mais on va voir que c'est fou prend F3 qui a été joué à la place par Nejmetdinov et on peut se demander mais que se passe-t-il après dame prend A8. Je vous le donne à 1000, c'est la partie. C'est pourquoi je voudrais revenir un coup avant et vous montrer ce qui aurait pu arriver si à la place c'est le fou qu'on avait pris plutôt que la tour. Maintenant on va continuer par dame H4 échec et qu'est-ce qu'on voit? Ce roi blanc est resté au centre tandis que nous avons ce qu'il est convenu d'appeler le meilleur couple existant pour attaquer un roi, c'est-à-dire la dame plus le cavalier. Maintenant le roi va venir sur E2, alors sur D1 ça va ressembler
rassembler à la fin de la partie, donc je vais garder l'analyse de ce coup pour la fin. Et maintenant, dame F2, échec. Si le roi vient sur D1, alors on va jouer dame prend F3, échec, fourchette, et on va se régaler sur la tour blanche. Et si à la place, le roi vient sur D3, cavalier C5, échec et mat, c'est ballot. C'est pourquoi c'est dame prend A8 qui a été joué dans la partie. Une tour étant plus forte qu'un fou, on peut aisément le comprendre. Et maintenant, chers viewers, je vais vous laisser mettre la vidéo sur pause si vous désirez chercher le coup qu'il y a à trouver et trouver le coup qu'il y a à chercher. Bonne chance et à tout de suite. Alors si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais sûrement joué dame H4, échec, et éventuellement petit roc, mais après une très longue réflexion. Et dans cette position, ce n'est ni l'un ni l'autre qui a été joué par Nejmetdinov, qui a joué fou prend G2. Boum! Si vous l'avez trouvé, félicitations. Et la question qu'on peut légitimement se poser, c'est pourquoi Nejmetdinov a-t-il choisi de sacrifier son fou? Qu'est-ce que le pion G2 avait de plus que le fou F3 des noirs? Réponse, le fait que le pion G2 étant maintenant inexistant, on va pouvoir jouer dame H4, échec, sans que le pion vienne s'interposer sur G3, et en même temps, on va gagner un petit temps sur la tour, ça ne mange pas de pain. Je précise que dans cette position, fou prend G2 était la meilleure tentative des blancs, difficile de savoir pourquoi Samsonov ne l'a pas joué, mais à la place, il a gaffé et il a joué fou E2. Après fou prend G2, l'ordinateur ne laisse en effet qu'un léger avantage au noir. Il en va tout autrement après fou E2, puisque dans cette position précise, Nejmetdinov a vu et s'est lancé dans une combinaison de maths en 5 coups. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous désirez chercher et trouver la flamboyante combinaison qui suit. A tout de suite. Alors je vous demande de retenir ce schéma de combinaison qui est de toute beauté quand il est effectué au centre de l'échiquier et qui mène à ce qu'on appelle le mat à l'étouffée. Vous allez comprendre pourquoi. Premier coup, dame H4, échec. La réponse des blancs, roi D1, est forcée. Je pense que vous êtes d'accord. Deuxième coup, cavalier F2, échec. Là encore, la réponse des blancs est forcée. Roi E1. Troisième coup, cavalier D3, double échec, échec à la découverte, puisque maintenant le cavalier et la dame font échec. Donc on ne pourrait prendre ni l'un ni l'autre, le roi est obligé de bouger, il va venir sur D1. Je pense que vous êtes d'accord. Et maintenant, il y a le magnifique sacrifice de dame, dame 1, échec. Le roi ne peut pas prendre puisque le cavalier veille au grain, ce qui fait qu'on va être obligé de prendre avec la tour. Ce faisant, la tour élimine l'échec de la dame, elle élimine la dame, oui, mais elle bouche le passage du roi blanc. Et dans cette position, il y a cavalier F2, échec et mat, et vous le voyez, le roi n'a aucune case sur laquelle il peut aller, puisque toutes sont occupées par ses pièces. C'est pour ça qu'on appelle ce mat le mat à l'étouffée, et notez bien qu'il ne peut être effectué que par le cavalier. C'est pourquoi je tenais à vous montrer cette partie. Outre le fait qu'elle est de toute beauté, elle nous a permis d'accroître nos connaissances et notre compréhension de plusieurs points, à savoir un aperçu historico-théorique de la partie viennoise, l'importance du développement des pièces, a contrario la sortie prématurée et généralement mauvaise d'une dame partant à l'aventure, l'affaiblissement souvent mortel de la diagonale H4E1 conduisant au roi blanc, et enfin la combinaison permettant de délivrer un mat nouveau sur cette chaîne, le mat à l'étouffée, conclusion de cette miniature fabuleuse. Écoutez, cette vidéo est maintenant et déjà terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous désirez donner un coup de pouce à la chaîne, vous pouvez toujours en laisser un en l'air sous la vidéo. Échéquistes de tous les pays, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt vers d'autres horizons. Peace!